résoudre les problèmes sociaux de notre capitale. L'USAU apportera son expertise en urbanisme et en planification. Les personnes qui dérangent beaucoup plus Bazaranassi Mamakasi. La dame est en lunettes, elle a le téléphone, elle est juste là, elle a le mèche rouge. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut l'encourager? Salut, fierté à INBTP. Je propose pour la ville de Kinshasa le traçage des routes, passage piéton, feu de signalisation, traçage des parkings pour nous permettre de rouler en sécurité sans conflit. Merci. Merci, madame. Loba. Je vais donner une solution pour la condition anarchique, la gestion des flics, bon. J'ai des routes chaque jour. Je remarque que ce qui cause des bouchons, ce sont les routes. Les routes sont en mauvais état. Et c'est la cause des ralentissements qui amènent des bouchons de plus d'1 heure. Je suis à l'UPN et pour arriver à la fac, par moment c'est 1 heure, 1h30. Alors qu'en temps normal, quand il n'y a pas une grande circulation, c'est une affaire de 40-45 minutes. Et si le gouvernement décidait de prendre au sérieux, et les ingénieurs d'INBTP, ceux qui sont basés sur la construction des routes, de bien surtout doser les bétonnages, la quantité de goudron. Parce que à Kinshasa, les principaux acteurs de ce projet, ce sont vous, ce sont vos aînés, et c'est vous demain qui allez tenir ce projet. Je tiens à saluer particulièrement Monsieur le directeur général de l'INBTP, le remercier pour nous avoir accueillis dans ce cadre, dont l'honneur nous échoit aujourd'hui de voir qu'il est vraiment rempli, et sa félicitation aux étudiants ainsi qu'à tous les comités d'organisation. Je tiens ici à saluer Monsieur les directeurs généraux de l'ISAU et de là-bas, ainsi que de remercier de la présence du professeur William Pambou, deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale, saluer la présence de tous mes collègues du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, saluer aussi tous les membres du comité d'organisation et remercier de tout mon cœur les différents présidents des étudiants pour avoir fait de ce jour un jour plein de réussite. Nous sommes très touchés de voir, même de l'autre côté, plein d'étudiants, et ça, sincère félicitations à vous. La ville de Kinshasa est connue comme étant ce pays avec beaucoup de potentiel. Mais nous ne pouvons pas continuer à parler de potentiel si nous vivons dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Kinshasa, c'est le miroir de la RDC. C'est le miroir de tout un pays, c'est le miroir de notre avenir. Quand nous nous présentons avec la carte, avec le passeport congolais, c'est Kinshasa qu'on voit d'abord partout dans le monde. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a en 2019 émis le vœu de voir une nouvelle ville arrimée à l'ancienne ville, une ville d'extension qui pourra enfin permettre les meilleures conditions de vie et aussi permettre à l'ancienne ville de pouvoir se réorganiser. C'est ainsi qu'au fil des dernières années, il y a eu plusieurs préparations jusqu'à ce qu'en 2024, le comité a été mis en place pour pouvoir réaliser ce projet. Et bien, ce projet est un projet qui est mis sous la supervision aujourd'hui de Son Excellence Madame la Première ministre, qui est en train d'implémenter cette vision avec son gouvernement. Notre comité est l'acteur principal pour ce projet, Kinshasa Kiamona, dont vous voyez les vidéos qui sont en train de passer en boucle sur les écrans, et nous allons vous demander de vous référer à celle-là pour avoir un peu de visuel, et nous donnons l'explication. Ce projet s'étend à Maluku, sur 43 000 hectares. C'est l'espace que nous avons prévu de pouvoir viabiliser. Eh bien, les 43 000 hectares, c'est un projet complet. Kinshasa Kiamona, une ville intelligente, résiliente, écologique et moderne. Ce symbole n'est pas qu'un simple symbole édicté, mais c'est aussi et surtout pour vous dire quels sont les points forts de cette ville. Nous ne voulons pas d'une ville qui est un simple dortoir. J'étais très heureux tout à l'heure d'entendre le directeur général de l'INBTP justement développer cet aspect de la ville. Et ça a été vraiment le fondement de notre concept.
Cette ville est une ville pour produire. C'est une ville économique. C'est une ville qui doit rebooster l'économie de Kinshasa et de la RDC dans son ensemble. C'est ainsi que sur les 43 000 hectares, nous avons bâti 2 zones industrielles. Une cité industrielle de 7 500 hectares où nous aurons 5 000 hectares d'usines sur 8 parcs industriels. Nous aurons 2 000 hectares d'une zone de négoce ainsi qu'une cité ouvrière. Ensuite, nous avons une deuxième zone industrielle qui, elle, sera le long du fleuve de 1800 hectares. Dans la suite, nous avons une base logistique. L'objectif ici, si vous avez suivi dans les vidéos, on parle d'impacter près de 50% de la RDC. Aujourd'hui, nous n'avons pas un hub national important qui peut relier d'un point vers un autre. Nous voulons faire de Kinshasa-Kamona, dans l'extension de Kinshasa, un hub multimodal qui sera relié aux provinces orientales, Équateur, Kasaï, par la voie fluviale, par la voie routière des provinces du Bandundu et de Kasaï, par la voie de chemin de fer et routière, puisqu'il y a une autre route de contournement qui va se rallier à la rocade vers Kassangoulou. Le Congo central par la voie routière et ferroviaire par un projet d'un double chemin de fer qui sera installé. Avec cela, nous créons directement une dynamique économique. Cette cité industrielle qui aura tous les parcs industriels et qui va démarrer au mois de juin par le parc industriel des matériaux de construction pourra alors permettre à toutes ces provinces de pouvoir s'approvisionner sur des matériaux produits ici à Kinshasa et réduire ainsi l'importation et permettre à partir de cet instant aussi d'importer, d'exporter, mais surtout le développement et l'emploi. L'emploi qui est le premier engagement majeur de son Excellence le Président de la République. Cet emploi va être directement généré pour vous. C'est pour les étudiants, c'est pour la jeunesse congolaise que ce projet est fait. Ce projet a un impact direct sur la jeunesse, déjà de par son départ, parce que plusieurs dizaines de milliers d'emplois seront créés déjà au cours de l'année 2025 pour ce projet. Par la suite de la base logistique, nous avons une zone agricole. La zone agricole, c'est un grand agropole, à la fois pour nous rappeler à nous Congolais que nous devons arrêter de pleurer la famine. L'agriculture est aussi urbaine. On va ramener l'agriculture beaucoup plus proche des habitants de Kinshasa afin de leur permettre à la fois de développer cet aspect de vie quotidienne, mais aussi de développer un grand agropole qui aura une rentabilité directe. Nous avons ce que nous appelons la trame verte, qui est un enseignement. Aujourd'hui, nous avons vu à Kinshasa qu'il n'y a quasiment plus d'espace vert. Eh bien, tous les espaces verts sont partis, les arbres sont coupés, on a complètement oublié finalement qu'on est un pays tropical. Alors dans cette trame verte, il y aura 2 aspects importants qui seront mis en avant. Ça sera de garder la verdure, mais aussi ça sera une zone écologique et une zone touristique où on y mettra les différents parcs d'attractions pour divertissement qui sont déjà certains prêts à démarrer. Ensuite, nous avons une marina qui sera le long du fleuve. Et là, on va essayer d'ériger plusieurs habitations d'un certain standing ainsi que des centres de divertissement aquatique. Et la plus grande zone, naturellement, sera la zone des aménagements urbains. Les aménagements urbains ne seront pas que résidentiels, mais avec des bureaux d'institutions, des bureaux de différentes structures, ainsi que tous les centres commerciaux. Alors, ce projet que vous voyez, qui est un projet entièrement urbanisé, l'idée aujourd'hui, c'est de ne plus reproduire ce que nous avons malheureusement produit sur les 60 dernières années. On ne peut plus laisser l'occupation d'abord et l'aménagement ensuite. Ça produit ce que mes amis étudiants ici ont dit, le problème de canalisation et tout le reste. Ce projet, c'est pour les urbanistes, c'est pour les architectes, c'est pour les ingénieurs, c'est pour dire on aménage d'abord et on vient occuper par la suite. Là, nous allons pouvoir permettre à ce que toutes les catégories de population pourront vivre dans des conditions beaucoup plus décentes. À partir de cet instant, les zones dites non édificantes où on ne doit pas construire devront rester ainsi. Et des lois seront proposées et devront être adoptées pour permettre que ces zones puissent être des zones complètement scellées et ne pouvant être levées que par des ordonnances présidentielles.
nous allons essayer de mettre un plan d'urbanisation qui sera en fait finalement le premier plan d'urbanisation après les années 60. Cette ville a été construite à l'époque sur un plan d'urbanisation calé sur 1 million d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes plus de 15 ou 17 millions d'habitants. Rien que par la physique, vous comprenez qu'il est absolument impossible de contenir cette population dans le même plan d'urbanisation. Plusieurs zones ont été habitées d'office sans pour autant subir de plan d'urbanisation et nous avons malheureusement les conséquences que nous avons aujourd'hui. Toutes ces populations aujourd'hui qui perdent leur maison à cause des éboulements, des inondations, sont des populations meurtries et nous voulons que dans l'avenir, pour les prochaines années, cela ne puisse pas encore arriver. Ce projet est un rêve. Ça a été un rêve il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est effectif. C'est effectif parce que la planification actuelle prévoit que dans les jours, dans les semaines qui viennent, ce projet puisse démarrer par quelques projets, puisque c'est un méga projet qui sont déjà prêts. Ce méga projet a une multitude de projets, comme vous pouvez l'avoir entendu. Nous allons démarrer incessamment par la cité industrielle, de matériaux de construction, de recyclage ainsi que de l'agroalimentaire. Ce démarrage permettra une grande partie de la jeunesse qui est sans emploi aujourd'hui pourra être déjà dès le démarrage être employée dans cette zone. L'idée c'est quoi? On ne construit pas une nouvelle ville pour y aller dormir, mais pour y aller travailler. Les gens pourront y travailler, les gens pourront y vivre. Mais comment s'y rendre, puisqu'on peut avoir l'impression que Maluku c'est loin? C'est pour ça que nous développons déjà à notre niveau 2 modèles pour atteindre Maluku rapidement. Le premier modèle que nous avions développé et avant de terminer le modèle, c'est le transport fluvial. Pour la première fois dans les 65 ans de notre République, le fleuve sera utilisé comme un vrai boulevard et va permettre à toute la population de se déplacer. Dans un premier temps, on va déplacer 60 000 personnes, mais ça va aller en augmentant crescendo. Deuxièmement, nous allons lancer la rocade nord-est, qui est celle qui vient de Sosimat jusqu'à Ndjili, et lancer les études pour la prolongation de cette rocade le long du fleuve jusqu'à Maluku. Voilà déjà des initiatives qui permettront finalement à ceux qui habiteront Kinshasa, Kiamona, d'arriver à leur lieu de travail ou leur lieu d'études à Gombe ou aux alentours beaucoup plus rapidement que les gens qui viendront de certaines autres communes. Nous avons fait cette randonnée récemment avec les collègues et le gouverneur. Nous avons quasiment fait 40 minutes de Gombe jusqu'à Kinkole en roulant de façon tout à fait tranquille. Donc, ce projet, on pense, est une vraie révolution. C'est quelque chose qui apporte à tous les niveaux, qui aide tant l'ancienne ville que la nouvelle ville. En créant un nouveau pôle d'intérêt vers Maluku, il y a une bonne partie de la jeunesse qui vient tous les jours à Gombe pour chercher un petit emploi, n'aura plus besoin de revenir vers Gombe, mais va remonter plutôt vers Maluku, parce que là-bas, il y aura de l'emploi sûr, maintenant et pour les prochains mois. Ce projet est une vraie révolution, c'est une vision très forte que nous sommes en train de matérialiser aujourd'hui, car cette vision a vu plus loin. Je pense qu'en 2019, quand cette vision a été émise, le besoin était fort, mais il n'était pas aussi fort qu'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, on comprend qu'il y avait là déjà une nécessité d'anticipation. Nous devons anticiper tout ce qui se passe. Le déplacement des populations, l'augmentation de la population. Kinshasa augmente pour près de 450 000 habitants chaque année. Vous comprenez que si nous ne prenons garde, dans quelques 5 ans, ça sera une totale catastrophe. On se plaint aujourd'hui de l'état des routes, on se plaint aujourd'hui de beaucoup de choses, mais il faut savoir que c'est d'abord un problème d'urbanisation. Les routes ne prennent plus beaucoup de temps, pas nécessairement parce qu'elles sont mal construites, mais parce qu'il y a de la présence de l'eau en permanence qui est due à toutes ces constructions anarchiques. Mais ces constructions anarchiques, on ne va pas seulement dire que c'est la faute de la population, mais parfois c'est un problème d'espace, c'est un problème organisationnel. On a été à Maluku sur le site plusieurs fois. Eh bien, le constat que presque tout le monde fait en arrivant là-bas, c'est de se rendre compte à quel point est-ce qu'il y a vraiment de l'espace à Kinshasa. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que nous vivons ici les uns sur les autres.
Aujourd'hui, on est très avancé. Les équipes des affaires foncières sont sur terrain. Toutes les équipes du CSPBK sont sur terrain en train de mettre tout ce qu'il y a comme borne, tout ce qu'il y a comme mise en place. Je pense qu'on n'a jamais été aussi proche de réaliser un si grand projet. Ce très grand projet, aujourd'hui, suscite un intérêt au niveau national, on le voit ici, mais au niveau aussi international des différents partenaires, nous en sommes nous-mêmes très très satisfaits et très étonnés. Ce projet démarre normalement et comme prévu dans un mois et demi, et nous allons être ensemble avec vous pour une dizaine d'années où chaque année il y aura des espaces qui seront libérés et qui seront occupés petit à petit. Pourquoi les étudiants? Pour moi personnellement, c'est vraiment un honneur et surtout une occasion unique de revenir vers vous, car l'innovation que vous allez apporter à ce projet, le côté, l'âme que vous allez donner est très importante. Nous avons déjà plusieurs architectes et ingénieurs congolais qui vont participer dedans, mais la jeunesse, c'est la fraîcheur. J'ai senti dans vos discours, je suis vraiment impressionné et très satisfait de sentir à quel point il y a un engagement et un souci de pouvoir faire les choses. J'ai vu la mobilisation, je vois cette mobilisation. C'est vrai, nous avons organisé un premier concours qui va permettre une certaine participation des étudiants à ce projet dès le départ. Ceux qui vont gagner, évidemment, sont automatiquement inclus dans le projet. Leurs ouvrages seront réalisés par un des multiples partenaires qui est sur ce projet. Et ces étudiants seront automatiquement partie prenante sur tous les aspects dans ce projet. Mais ceux qui n'auront pas gagné ne sont pas non plus en reste. Ce sont des projets que nous allons garder et que nous allons proposer aux différents développeurs pour les cités résidentielles, les hôtels et tout le reste, et qui pourront continuer à choisir. Cela permettra des étudiants de donner un avenir déjà à certains qui auront au finish, comme dans d'autres pays, un avenir tracé dès le banc de l'école. Et ça, je pense que vous le méritez entièrement, comme dans les étudiants des autres pays, de pouvoir espérer déjà dès le banc de l'école et avoir un chemin tout tracé. Aujourd'hui, le discours, là, la place est plus aux autres. J'ai été très satisfait d'entendre parler des autres. Je parle régulièrement à la télévision et ça va continuer. C'est la première édition de Kiamona Campus Lab. Il y en aura d'autres qui vont s'inspirer déjà de cette réussite et de pouvoir continuer. Nous allons essayer d'implémenter ça tout au long du projet. Là, nous commençons par celui-ci. Ensuite, il y aura le développement du projet à Silicon Village. Nous aurons les différents appuis des partenaires qui vont coopter vos projets. Croyez en ce pays, croyez en l'avenir. Nous ne pouvons pas continuer à accepter, à rester dans ces conditions. Nous devons rêver. Et le rêve, c'est vous qui devez le pousser. Parce que votre force, c'est d'être jeune et d'avoir de l'énergie. Cette énergie peut être mise à contribution pour nous pousser, pour nous pousser les décideurs, de pouvoir vous mettre dans des meilleures conditions. On voit ici des interventions des étudiants, des interventions très brillantes. L'énergie est là, l'intelligence est là. Il ne faut pas qu'on croie que la jeunesse congolaise n'est pas à la hauteur, mais il faut qu'on sache et qu'on comprenne que vous avez un rôle à jouer. Et je suis persuadé que vous allez jouer ce rôle. Voilà ce que je peux avoir à dire de façon globale. Ce projet est très vaste. Il y a toujours énormément à dire. On prendrait toute la journée. Quelques vidéos. Continuer à se documenter, à nous suivre dans les différentes interventions, parce qu'il y en a beaucoup. Et vous comprendrez que ce projet est complètement adopté à tous les niveaux et qu'il a de l'avenir. Tout ce que je peux à dire, c'est cela. Et je vous demande à vous, la jeunesse, de croire en votre potentiel. Parce que moi aussi, j'ai été à votre place il y a encore quelques années. Et je rêvais déjà. Aujourd'hui, je réalise mes rêves. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Thierry. Condition sine qua non pour qu'on vous délivre, par exemple, les livrets ou les documents de propriété. Mais chez nous, on se débrouille comme on peut. Donc, ces services-là ne suivent pas. Vous avez une ville qui croit en contradiction de manière contracyclique.
s'il vous plaît. On ne peut pas parler de l'INBTP sans l'Académie des Beaux-Arts, sans l'ISAU. Eux tous, ils vont aussi faire camarader. Oui. Je commence par monsieur le DG. Attendez, levez-vous encore. Non, on va prendre le directeur général de l'Académie de Beaux-Arts. Camarades, camarades, sans esprit, sans esprit, Montamouké, vous êtes un beau public. Lui, c'est la douceur et l'art. Et on va prendre le directeur général de l'ISAU. Alors oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever, s'il vous plaît. Les étudiants uniquement. Les étudiants uniquement, est-ce qu'on peut être debout? Les étudiants uniquement, est-ce qu'on peut être debout? Juste les étudiants, hein? Est-ce que vous pouvez bouger un peu? Bougez un peu. Regardez votre voisin. On va prendre le directeur général de l'ISAU. Camarades, nous sommes très heureux de votre animation. Ça nous a enlevé un peu la fatigue de tout à l'heure. Camarades, sans esprit, moto. On va dire Kiamona Campus Lab pour la 3e fois. On dit Motomuké. On les fait 1, 2, 3. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Alors, on va commencer par... Aujourd'hui, je commencerai d'abord par dire sincèrement merci aux organisateurs. Pour moi, c'est avec beaucoup de fierté et de gratitude que je prends la parole, surtout pour l'opportunité qui m'a été accordée de pouvoir m'exprimer. Vous devez savoir que Kinshasa, notre capitale, est une ville vivante, dynamique, mais aussi confrontée à des défis immenses. Une croissance démographique rapide qui a été évoquée tout à l'heure, une urbanisation souvent désordonnée, ça a été dit aussi tout à l'heure, des infrastructures parfois dépassées par les besoins de la population. Ça aussi, ça a été dit, on nous dit que la population est en train de croître, les infrastructures sont en train de régresser par moments statiques. Ça signifie que le projet d'extension de Kinshasa apparaît donc comme une réponse ambitieuse et nécessaire pour décongestionner la ville, offrir de nouveaux espaces de vie, d'activités économiques et promouvoir une métropole moderne, durable et aussi inclusive. Alors, en tant qu'école d'ingénieurs ici à l'INBTP, en tant que bâtisseurs, nous devons savoir qu'étendre une ville ne se limite pas à ouvrir de nouveaux quartiers, c'est repenser la mobilité, l'assainissement, l'énergie, les équipements collectifs avec rigueur, méthode et vision à long terme. C'est aussi relever un défi technique, organisationnel et technologique d'une ampleur rare. Chers invités, dans ce contexte, la question de la formation et de l'adaptation technologique dans la construction des infrastructures devient stratégique. Et
C'est à partir de ce thème sur la formation et adaptation technologique que je vais essayer de partager avec vous dans 3-4 minutes seulement. En soi, si je vais rentrer, se pose des questions d'ordre sécuritaire. Mais aujourd'hui, on peut utiliser des drones sur des chantiers afin de pouvoir sculpter tous les chantiers en temps réel et voir des zones de risque afin de prévoir les risques sur les chantiers. Donc tout ce que j'essaie de faire de comprendre ici, c'est que l'apport de la technologie est trop importante dans le secteur de la construction. À la fois dans la phase de la conception, dans la phase de la réalisation ainsi que dans la phase d'exploitation. Cependant, ne nous contentons pas de cela. Ne nous contentons pas de cela. Il y a des défis à relever pour cela. Il y a des défis énormes à relever, les défis liés à l'adaptation technologique dans le secteur de la construction. En soi, l'utilisation d'une technologie dans le domaine de la construction semble être la solution pour résoudre plusieurs problèmes du secteur. Cependant, plusieurs défis sont à relever avant de pouvoir compter sur cet appui essentiel. La première des choses, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un ancrage territorial de la technologie ou, à la limite, être au réseau technologique. Je prends l'exemple aujourd'hui, à chaque fois que nous utilisons les outils d'aide, par exemple, pour ce qui concerne AutoCAD, robots, ainsi de suite, mais malheureusement pour nous, tous ces outils, ce sont des outils qui sont développés ailleurs. Ça signifie à chaque fois qu'il y a changement, à chaque fois qu'on nous dit que cet outil est caduque, nous aussi, on doit laisser pour chercher à aller vers de nouvelles outils. En soi, il est très important que toutes ces études de programmation, des outils qui nous aident à concevoir, à réaliser, à construire nos ouvrages, doivent être ancrés dans le territoire. Il faudrait que nous puissions nous approprier cela. Il faudrait que nos informaticiens qui font de la programmation puissent nous suivre, nous, en tant qu'ingénieurs, qu'ils puissent comprendre quels sont nos besoins et essayer de les traduire sur base des programmes qui pourront nous aider dans la vie future. Il faudrait avoir la connaissance des méthodes classiques. J'ai toujours dit à mes étudiants, l'ordinateur, c'est vrai, il vous aide, la modélisation, elle vous aide, mais elle ne remplace pas l'ingénieur. Parce que parfois vous risquez de faire un projet d'idée de tout sens, tout simplement parce que vous êtes fié aux résultats qui vous ont été donnés par le modèle. Il faut toujours connaître les méthodes classiques et connaître le bien fondé de ce qu'on a comme résultat. Il faut bien évidemment avoir la capacité financière pour implémenter les nouvelles technologies. Tout ce que je venais de dire, l'imprimante 3D pour arriver à faire quoi? À réaliser des maquettes. L'imprimante pour la construction. Mais tout cela, il faut suffisamment de moyens pour s'investir, pour arriver à implémenter une telle technologie dans le territoire. Mais également, il faut avoir la capacité de répondre aux exigences en termes d'entretien et d'actualisation. Pour moi, ce qui est très important, c'est la partie de l'actualisation. La technologie, nous avons tous constaté avec les téléphones. Le téléphone qu'on a eu en 2009, ce n'est pas le téléphone qu'on a aujourd'hui en 2025. Donc vous constatez qu'en permanence, il y a une constante évolution. En soi, même dans le domaine de la construction, dans le secteur du BTP, les équipements que nous avions avant pour arriver à réaliser certaines infrastructures, mais ces équipements sont en train d'être dépassés pour qu'on ait aujourd'hui des nouveaux équipements toujours plus performants, toujours à la recherche de la performance à la fois dans la conception, dans la réalisation ainsi que dans l'exploitation. Alors pour ça, ça demande à ce que nous puissions être en mesure de nous actualiser. Et c'est là que vient l'importance de quoi? De la formation. C'est là où je peux dire que la formation et l'adaptation technologique viennent se rencontrer. En soi, l'adaptation technologique, d'ailleurs dans tous les secteurs, pas seulement du secteur des infrastructures, doit reposer sur la formation. En d'autres termes, la formation technologique doit être basée sur les besoins en adaptation technologique des secteurs clés du pays. Ça signifie, aujourd'hui, si nous devons penser à la formation dans notre pays, il faut chercher, nous devons former les gens pour qu'ils travaillent sur quoi? Quel est le besoin chez nous ici? Il y a un besoin en adaptation technologique. Il faudrait que cette formation puisse se baser sur le besoin en adaptation technologique. Aujourd'hui, nous avons un pays avec un potentiel minier énorme. Ça signifie que la formation doit être basée sur l'adaptation technologique, sur la production minière, sur la transformation minière, sur la transformation, je pense, tertiaire de tout ce qui concerne les produits de la filière minière. Il y a la question, par exemple, du secteur agricole. On nous parle toujours de 800 000 hectares ou bien 800 millions d'hectares arables en RDC.
mais ça nous montre déjà qu'il y a un potentiel énorme en ce qui concerne l'agriculture. Donc aujourd'hui, la formation ici chez nous, ça doit être une formation qui est basée sur le besoin en adaptation technologique d'un point de vue agricole. Par exemple, la technologie des productions agricoles, la question de l'irrigation, la question de la transformation, ainsi de suite. Tous ces éléments doivent être basés sur la formation. Et cette formation, comme je l'ai bien dit, elle doit être basée sur le besoin en adaptation technologique. Nous avons M. Chipanga Chipsi. Je crois que j'ai bien... Pardon? Je crois que j'ai bien prononcé son nom. Nous avons M. Moïse, je crois qu'il va venir, M. Didier Kioni, c'est ça, le président du jury. Nous avons le docteur ingénieur Val Willy, qui est représentant de l'INBTP. Nous avons le SJ. Remarquez que le jury n'était pas là lorsqu'on a commencé, n'est-ce pas? Ils étaient de l'autre côté en train de notre pays, et plus particulièrement le développement de la ville de Kinshasa. Donc, félicitations à toutes les personnes qui ont bien voulu... Ils se sont très bien défendus. Nous allons commencer par la 3e place. Après avoir très bien défendu, après avoir bien exposé, le jury a jugé bon de décerner ou encore de donner le prix au regroupement des ingénieurs pour les BTP. Représentant, on peut avoir tous les groupes, s'il vous plaît. Tous les groupes, regroupement des ingénieurs pour les BTP, bâtiments et travaux publics. Merci. À la 2e position, après débat et échange et présentation quotidienne, c'est le groupe Vioki. Sous vos applaudissements. Veuillez passer s'il vous plaît. Je crois que vous êtes tous très anxieux pour pouvoir savoir qui a remporté le premier prix. Et je crois que vous avez quand même une idée. Il y a un projet qui nous a fortement émus, nous tous. Et donc, notre premier prix est décerné au groupe Dexter, qui a présenté leur projet de mémorial Monsieur le directeur général de l'INBTP, monsieur le directeur général de l'ISAU, monsieur le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, pour remettre le différent prix au... Ah, ce sont deux prix. Il y a 1 million de francs congolais pour le groupe de 5. Non. Il y a 3 groupes devant. Ok. Alors, rapidement, madame, s'il vous plaît.
Pour le troisième groupe, la troisième catégorie. Les ingénieurs BTP. Les ingénieurs BTP. Regardez sur le chèque, c'est mentionné ingénieur BTP. On peut aller. S'il vous plaît, madame, venez avec ça. Et pour la troisième catégorie, c'est au directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Remettez ça à monsieur. S'il vous plaît, madame. Remettez ça à monsieur qui va remettre au groupe des ingénieurs de BTP. Vous êtes où? Ils sont là-bas. Sous nos applaudissements, s'il vous plaît, oui. C'est un chèque signé 1 million de francs congolais par Kiamona Campus Lab. Merci beaucoup et félicitations. C'est mentionné groupe de 5, mais c'est pour le groupe des ingénieurs de BTP. Oui. Et vous savez que dans l'écriture, l'erreur est humaine. Merci beaucoup et félicitations à vous. On va prendre la deuxième catégorie. Est-ce que nous pouvons suivre le temps de francs congolais? Et pour ça, monsieur le DG de l'INBTP accompagné de monsieur le directeur général de l'ISAU va remettre. Vous allez remettre à deux ces prix au premier groupe. Deuxième, vous êtes là? C'est vous. Ah, ils sont là. Rapidement, la photo de famille. Avancez. Avancez s'il vous plaît pour la photo. Vous n'avez pas mentionné, c'est pas bon, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Participer au Siliking et ils seront propriétaires intellectuels des œuvres. Je crois qu'il y a une formation prévue chez Siliking Village sur Mondiba et ils seront d'autres des étudiants qui vont prendre part à cette formation et ils seront aussi concernés au projet d'extension de la ville et nous vous félicitons. Nous espérons que vous n'allez pas vous arrêter là et que vous allez accompagner M. Thierry et son équipe pour étendre la ville de Kinshasa. Félicitations, il y a l'Académie des Beaux-Arts, l'ISAU et l'INBTP et nous sommes très fiers de vous. Merci beaucoup, si vous pouvez prendre votre place s'il vous plaît. Merci au président du jury, merci aux membres du jury, merci à M. Thierry, je crois que vous avez un mot. C'est d'abord de remercier les organisateurs. Je pense que les organisateurs ont aussi peut-être compris les ambitions de l'INBTP. Les ambitions de l'INBTP, comme je ne cesse de le dire, désormais, c'est de se compter parmi les acteurs de développement de notre société. En tant que milieu universitaire, nous n'avons pas le droit, seulement bien la mission seulement de former les futurs cadres, de faire de la recherche, mais c'est aussi accompagner la communauté dans la recherche des solutions. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord qu'il y a un projet qui a été mis en place, c'est lui de chercher à étendre la ville de Kinshasa vers l'Est. Et je pense que dans cette extension de la ville de Kinshasa vers l'Est, il y aura des questions en termes de conception
urbanistiques, de conception architecturale, mais également des conceptions des infrastructures qui devront accompagner cette nouvelle ville. Et je pense que l'INBTP, en tant que temple de formation des ingénieurs dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, ne peut être que heureux lorsqu'elle reçoit une telle activité. Je pense que vous avez bien écouté le coordonnateur du projet. Il a expliqué ce que c'est en quelque part l'absence de la planification dans la partie que nous occupons aujourd'hui, qui a tous ces problèmes d'inondation. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont anticipé le problème. L'anticipation du problème, c'est de rentrer à la base, essayer d'étudier le projet d'extension. Cette fois-ci, le projet d'extension est étudié, il n'est pas subi. Ça signifie qu'on est en train de planifier, de projeter l'extension de la ville de Kinshasa en essayant d'analyser les failles, les forces et les faiblesses de l'espace que nous voulons aujourd'hui occuper pour l'extension de la ville de Kinshasa. Donc je pense que dans ces études de planification, dans ces études d'extension, il y a des questions déjà qui sont analysées en ce qui concerne l'évitement déjà des constructions dans les zones qui sont sujettes à des inondations, la question de garantir l'espace pour les ouvrages d'assainissement, parce qu'il n'y a pas seulement les inondations liées à la remontée des cours d'eau, il y a aussi les inondations qui sont dues à l'absence des ouvrages d'assainissement. Et je pense que dans ce projet, tous ces éléments sont inclus, tous ces éléments sont projetés de telle sorte que les mots que nous connaissons aujourd'hui dans la partie de Kinshasa, que nous connaissons tous, principalement la partie centre, ne puissent plus se répéter dans la partie est que nous sommes en train de projeter vers l'espace de Mali. Ce qu'on retient d'abord, c'est que le projet d'extension de la ville de Kinshasa est une réalité, est une volonté politique ferme et aujourd'hui est prêt à démarrer. Ça, c'est de 1. De 2, c'est la participation de la jeunesse congolaise. Voilà ce qui est marquant dans la journée d'aujourd'hui. C'est la participation de la jeunesse congolaise à ce projet, l'identité congolaise, une âme congolaise et une impression incroyable de voir cette vigueur et cette énergie de la créativité de la jeunesse. C'est un projet évolutif, comme on dirait. C'est un projet que nous avons mis en plusieurs phases. La première phase, 12 mois, 4 ans, 8 ans, sont le timing qui sont de façon, je peux dire, scientifique évalués aujourd'hui. Mais c'est un projet évolutif. À partir de l'instant où ça sera mis en place, à partir de l'instant où l'État aura lancé durant les premières années, il y a beaucoup de choses qui seront évolutives d'elles-mêmes. Mais sinon, on est sur une vision de 4 ans pour les 2 premières grandes phases et de 8 ans pour la suite des phases. Déjà, je dois ici signifier ma grande stupéfaction et ma joie. Et plutôt aussi, peut-être, je veux dire, un honneur de voir à quel point est-ce qu'ils sont brillants. Ils sont très brillants. J'entends dire que l'éducation au Congo est morte, mais j'espère que ne plus jamais entendre ça. Ce que nous avons vécu aujourd'hui est extraordinaire. On a eu plusieurs projets qui ont été très bien présentés. 10 ont été retenus. Et bien, sur les 10, personnellement, j'ai eu difficile à départager. Il y avait un jury qui a départagé sur 3, mais pour moi, les 10 sont des gagnants. C'est extraordinaire. On retient non seulement dans la conception, mais dans la profondeur de ce qui est fait. Dans l'explication technique de la gestion de ces infrastructures, c'est du niveau des ingénieurs déjà accomplis. Donc ça, j'aimerais vraiment féliciter les professeurs, féliciter finalement cet enseignement qui est décrié, mais ce que je viens de voir aujourd'hui est hyper impressionnant et croyez-moi que tout ce qu'on a innové aujourd'hui, vous le verrez sur la nouvelle ville, vous verrez tous ces jeunes vont participer à ce projet de bout en bout. Au début, ils seront jeunes, mais le temps que ça se termine, certains d'entre eux seront sûrement des grands patrons puisqu'ils auront réalisé de très gros projets. Parfaitement, ça vient désenclaver, ça vient désengorger, ça vient donner une nouvelle dynamique économique, ça vient créer de l'emploi, ça vient redonner de l'espoir et de la fierté à la capitale Kinshasa, qui sera maintenant un vrai miroir à la hauteur de nos potentialités, de notre fierté et digne de ce que nous représentons, digne de ce pourquoi nous nous battons pour garder cette terre. Monsieur le coordonnateur, merci. Je vous remercie.